Sur le podcast Apprendre à apprendre une langue, vous allez pouvoir écouter des interviews de polyglottes passionnés. Donc la passion, ça c'est sûr, ils l'ont tous en commun. Mais ce qui les différencie, ça va être leur méthode. Il n'y a pas de méthode universelle, de méthode d'apprentissage universelle, mais vous allez pouvoir, avec toutes ces interviews, vous enrichir de leurs expériences pour améliorer votre propre apprentissage. Pour ce troisième podcast, mon invité était Cesco Real. Je le prononce peut-être pas à la perfection, parce que Cesco est italien. Et donc voilà, on a beaucoup discuté. Ce podcast a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Vous allez voir, il est tellement passionné que voilà, j'ai pas pu lui poser toutes les questions que j'avais parce qu'il creuse pour chaque question, pour chaque sujet. Il va vraiment creuser, rentrer en profondeur dans le sujet. Donc j'adore ça. Et donc les grands points qu'on a abordés, il a beaucoup parlé des jeux de mots. Il est passionné par les jeux de manière générale et les jeux de mots. Il va même vous en faire vivre en direct. On a beaucoup parlé aussi de l'espéranto et du retour sur erreur. Vous allez voir pourquoi les deux sont liés. Et on a terminé le podcast en parlant de la phonétique. Donc bien comprendre les sons pour pouvoir bien les prononcer et avoir un bon accent. Je vous laisse découvrir la conversation avec Cesco. Bonjour Cesco. Bonjour Céline. Moi, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. J'ai plein de questions à te poser. Est-ce que tu veux commencer déjà par nous parler un petit peu de ta passion pour les langues ? Oui, avec plaisir. Ça fait en fait plusieurs années, disons que quand j'étais à l'université, j'ai découvert cette passion. Avant ça, j'étais monolingue italien. J'avais étudié le français à l'école, mais dans l'école italienne, normalement, on apprend, quand on sort de l'école, même les meilleurs ne savent pas parler, ils savent éventuellement lire et écrire un peu, mais surtout pas parler et comprendre. Et c'était mon cas aussi. Du coup, voilà, ça c'était ma situation. À un certain moment, je dirais au début de l'université, j'ai connu l'espéranto un peu par hasard. Je me promenais dans une ville en Italie, il y avait un congrès et il y avait des gens qui donnaient des prospectus. J'ai pris un prospectus et après, à la maison, plus tard, j'ai découvert un peu ça. Et donc après, à l'université, il y avait un cours à Pise. Et ça a été le premier impact vraiment avec les langues. J'ai connu un polyglotte italien, Francesco Felici, maintenant je sais pas, mais à l'époque il parlait une dizaine de langues. Donc je suis allé plusieurs fois chez lui et on faisait des rencontres régulières et il me montrait comment il apprenait les langues avec ses méthodes, etc., assimile ou autre. Et ça c'était le premier impact, je dirais. Avec ce polyglotte italien. D'accord. Et par rapport... Donc pour toi, j'entends souvent dire une langue ne peut pas être enseignée. Est-ce que tu partages ce point de vue ou pas ? Oui, alors, entre autres, disons, il y a une des phrases que je cite dans une de mes conférences sur la motivation à l'apprentissage linguistique. C'est ne m'enseigne pas une langue, fais-moi apprendre. Et je l'ai réécouté il y a quelques années dans une conférence de Lidia Machova, qui est une polyglotte slovaque. Et c'est un concept d'ailleurs qui était déjà exposé par Quintilianus, moi je le prononce à la latine. Donc un pédagogue romain et je suis d'accord. D'ailleurs le mot même éduquer vient du latin ex ducere, donc ex ça veut dire dehors, depuis, et ducere c'est conduire voilà, donc ça veut dire tirer en dehors. Donc c'est le contraire d'inculquer, si on veut, c'est le contraire de mettre quelque chose dedans. C'est pas mettre des infos dans un cerveau, mais c'est faire ressortir le potentiel qu'il y a dans la personne qui apprend. Ouais,
C'est une belle introduction. Et du coup, à ton avis, c'est quoi le problème à l'école? Parce que voilà, on est nombreux à avoir été confrontés à ça, à passer plusieurs années à l'école à apprendre une langue, réussir l'examen, mais pas forcément être capable de parler ensuite. Donc, est-ce que pour toi, le problème de l'école, c'est ça? C'est que le but, c'est de mettre des infos dans le cerveau et pas de développer le plein potentiel? Alors, je suis sûr, et j'entends dire de plusieurs pédagogues que disons, les systèmes scolaires pourraient être meilleurs sur dans plusieurs points de vue, et non seulement dans les langues, parce que moi je m'occupe aussi de mathématiques et donc de vulgarisation scientifique, etc. Et donc je vois des choses similaires aussi dans d'autres branches. Alors, sûrement, il y a des améliorations qui peuvent être faites, mais il faut aussi se rendre compte que clairement, un système scolaire est nécessairement a besoin d'avoir des structures un peu plus rigides de celles que peut avoir un enseignant en soi-même ou avec peu d'élèves, etc. Donc, disons que je comprends aussi que ce n'est pas tout simple à faire, mais je suis sûr que, surtout quand on a des enseignants motivés et qui ont l'envie de transmettre plus que le strict nécessaire, on peut utiliser des méthodes plus performantes et Hmm, plus plaisantes pour les élèves. hmm. Mais toi, tu travailles principalement avec des adultes quand même. Ah, Alors, moi, j'ai trois domaines d'occupation qui sont les mathématiques, les langues et les jeux. Euh, Disons que j'ai travaillé plus avec les adultes qu'avec les enfants. Actuellement, par exemple, j'enseigne le grec ancien à des élèves de 14 ans. J'ai enseigné, j'ai porté, disons, mes conférences et mes expositions de mathématiques aussi dans des écoles à partir d'11 ans, des 11 ans, grosso modo. Euh, j'ai eu aussi des expériences didactiques aussi avec des plus petits. hmm, Je travaille entre autres avec le Musée suisse du jeu et là aussi j'ai eu souvent des classes d'enfants, même plus petits, donc de 7-8 ans parfois. Mais c'est effectivement des cas moins fréquents. Ouais. Moi, hmm. je m'occupe plutôt enfin, oui, de l'apprentissage avec des adultes. Par exemple, j'enseigne le GMAT, qui est un test de logique verbale et logique mathématique. Et là, c'est essentiellement avec des adultes, par exemple. Hmm. Et tu parlais des jeux. Est-ce que tu fais des connexions entre les jeux et les langues? Parce qu'on entend souvent dire Ah que oui, quand on s'amuse, on est enthousiaste, on apprend sans s'en rendre compte. oui, oui, absolument. Ça, c'est une de disons, des thématiques clés que j'utilise dans mes séminaires d'apprentissage des langues et aussi dans mes expositions scientifiques, etc. Donc, déjà parce que je suis moi-même un passionné de jeu, donc je veux toujours jouer. Et après parce que je sais bien que l'aspect ludique est- aide beaucoup à l'apprentissage. Alors, par rapport aux langues, une des conférences qu'on peut trouver par exemple sur mon canal YouTube, sur ma chaîne YouTube, si tu cherches Cesco Reale, voilà, tu pourras trouver plusieurs listes de vidéos. Dans celle des langues, tu peux trouver une conférence que j'ai donnée à Berlin, à la conférence des polyglottes il y a quelques années, qui est justement sur les jeux de mots en plusieurs langues. Mhm. Et je suis d'ailleurs un grand passionné d'une branche qui en italien s'appelle Enigmistica et qui en français, je ne sais pas en fait comment on l'appelle, si on peut dire énigmistique, probablement pas. En fait, c'est toute la discipline, on va dire, qui comprend, qui inclut les, jeux les mots croisés, les rébus, les anagrammes, etc. Alors en Italie, c'est très très fort. C'est une branche très forte. On a même des revues, plusieurs revues spécialisées sur ça. Ah oui. Oui, oui. Et
Et donc, j'ai publié aussi des articles sur certaines de ces revues. Par exemple, justement, à la conférence des polyglottes, j'organise depuis plusieurs années les jeux polyglottes, comme le Scrabble polyglotte, les concours de bilingue, l'écoute simultanée en langues différentes. Donc, plusieurs jeux pour entraîner les langues, si on veut. Hmm. Ça sûrement, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup en général, oui. Oui. Et toi, est-ce que tu as utilisé justement tous ces jeux de mots pour apprendre des langues pour toi-même? Alors, c'est pas que je les ai utilisés avec le but d'apprendre des langues. Je dirais plutôt que, en étant un passionné de jeux et entre autres de jeux linguistiques, ça m'a permis d'avoir une habitude à l'analyse linguistique. Je te fais un exemple. Hmm. Euh, les ambiguïtés. Alors, un de mes jeux préférés, en parlant de ce que je vais appeler énigmistique, parce que justement, comme je disais, je ne sais pas s'il y a un nom équivalent en français, donc on va l'appeler pour l'instant énigmistique. Euh, il y a un jeu qui est probablement, je dirais, mon préféré, qui s'appelle phrase bisens. Donc Mhm. phrase double sens, si on veut. Euh, et le jeu consiste à ça. Toi, tu dois deviner une phrase double sens dont je te donne les nombres de lettres des mots de la solution. Et moi, par contre, je vais te donner la définition du premier sens et la définition du deuxième sens. Oui. Alors, je te fais un exemple. Hein. Un exemple que j'ai inventé moi-même, par exemple. Moi, je te dis euh, peinture de Montparnasse. Et après, je te dis, et donc ça, c'est la première définition. Et après, la deuxième, c'est plateau de mise, donc pour miser, hein, comme au casino, par exemple. Oui. D'accord. Et après, je te dis que le diagramme, donc les nombres des lettres des mots de la solution, c'est 7, 2, 5. Oui. Alors, je laisse 3 secondes, comme ça, si quelqu'un veut essayer d'y réfléchir. Après, je te donne tout de suite la solution. Alors, on peut commencer par résoudre le fait qu'on parle de Montparnasse et on parle de miser. Alors, quel est un mot qui peut mettre en relation miser et Montparnasse? Eh ben, je ne sais pas du tout. Alors, Montparnasse, c'est un quartier Paris, non, c'est ça? de Paris. Et donc, miser, si on mise, on a fait quoi? On a Euh... fait un pari. Ah, un Paris, voilà, ouais. Voilà, donc Paris, P-A-R-I-S, c'est un mot à double sens. Oui. C'est Ah, d'accord? Parce oui, que oui. c'est la ville de La Paris, ville ou mais le c'est aussi Paris. le pluriel du mot Paris. D'accord. Donc, on a dit qu'il y en a 7, 2, 5. Donc c'est le Le 5. 5, c'est Paris. Mhm. Le 2, c'est simple, c'est DE, de Paris. Oui. Il nous manque le 7. En sachant que j'ai dit c'est une peinture qui représente Montparnasse et c'est un panneau de mise. Alors, quel est le mot français de cette lettre qui peut mettre, grosso modo, en relation une peinture et un panneau? Mais écoute, je ne dois pas être bien réveillée aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être que les auditeurs ont trouvé, mais ils peuvent tricher parce qu'ils peuvent mettre sur pause, alors que moi non. Voilà, oui, c'est vrai. Alors, ça commence avec Tableau? tableau. D'accord. Voilà. Donc, alors je sais que c'est pas un français parfait, voilà, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est de comprendre le jeu. Hein. Oui. Donc, on est d'accord que tableau de Paris peut être interprété un peu comme une peinture de la ville de Paris, Mhm. mais ça peut être aussi interprété comme un panneau ou voilà, quelque chose sur lequel on met des mises quand on est en train de jouer. Mm. Donc ça peut, voilà. Donc ça c'est un exemple. Alors l'habitude à ce genre de jeu a été, bon clairement dans mon cas c'est surtout en italien hein, que j'ai Mm. fait ces jeux. Et donc j'en ai aussi publié plusieurs.
Alors, l'habitude à jouer de cette façon, dans l'apprentissage des langues, ça m'a donné une facilité à l'attention, aux ambiguïtés, aux significations, à distinguer les significations, et du coup donc à l'apprentissage de nouveaux mots, Hmm. euh, qui est utile à la fois dans l'apprentissage de la langue et à la fois aussi quand j'écris un mail, parce que je me rends compte que souvent, euh, je reçois des mails et je me rends compte que l'autre personne n'a pas du tout fait attention et en fait, elle a mis une phrase qui est absolument ambiguë selon le contexte, on n'arrive pas à comprendre. Hmm. Alors, ça permet aussi après de la vraie communication, donc au-delà de l'apprentissage, c'est un atout. Hmm. Donc, donc voilà, ça c'est un exemple où les jeux m'ont beaucoup aidé à avoir une structure et une attention très forte quand j'apprends des nouveaux mots, par exemple. D'accord. Mais ça, tu le faisais, tu veux dire, tu l'as fait que en italien, mais ça t'a quand même développé ça t'a permis d'apprendre les autres langues plus facilement. Oui, parce que moi j'ai commencé en italien, mais dans la conférence que je citais avant, que j'ai donnée à Berlin, là par contre, je montre des jeux de mots de ce style-là, par exemple, ou d'autres, en français, en anglais, en roumain, en Hmm. russe, en chinois, etc. Hmm. Donc après la passion initiale, je l'ai transférée sur les autres langues, bien sûr. Et Oui. du coup, dans les années, j'ai collecté à chaque fois que je trouvais quelque chose du genre, et je le fais encore d'ailleurs, euh, j'ai un fichier où je collecte tous ces jeux de mots, et donc pour ne pas les oublier. Et du coup, un jour, j'en ai fait une conférence. Oui. D'accord. Et Et est-ce que je peux te... Alors, j'ai cru comprendre que tu n'aimais pas parler du nombre de langues que tu peux parler, mais est-ce que tu peux nous dire quand même quelle langue, voilà, en français, en italien, voilà, l'italien c'est ta langue oui. maternelle, le français, on entend que tu es, voilà, tu n'as aucun problème pour t'exprimer. Est-ce qu'il y en a d'autres, du coup, que tu maîtrises bien comme ça? Alors, au niveau du français, ou presque, bon, alors, il faut dire que le français, c'est clairement, à niveau de vocabulaire, euh, c'est ma meilleure langue étrangère avec l'espéranto. Avec l'espéranto, pourquoi? Parce que c'est clair que j'ai utilisé le français beaucoup plus, mais l'espéranto est tellement simple que je fais beaucoup moins d'erreurs en espéranto qu'en français. Hmm. Et du coup, c'est difficile de comparer ces deux langues pour moi. Alors, c'est clair que l'italien, ça reste indubitablement ma première langue. Hmm. Et ça, je le vois différemment d'autres personnes. Je vois que des personnes, peut-être après 10 ans que sont dans un lieu, ils commencent à perdre beaucoup plus leur langue maternelle. Parfois, ils commencent à avoir la langue maternelle là, au même niveau que la nouvelle langue qui s'est imposée. Dans mon cas, c'est clairement pas le cas. Hmm. Donc l'italien reste clairement ma première langue. Après ça, j'ai le français et l'espéranto, comme je dis, je les mets au même niveau parce que c'est difficile. Sur certaines choses, c'est nettement mieux l'espéranto. Et sur certaines choses, c'est nettement mieux le français. Mais voilà, les deux sont très fortes. Euh, Après ça, je dirais espagnol, portugais et anglais. Et on est tous au niveau C. Donc, euh, assez similaire au niveau du français. Hmm. Et donc, je travaille couramment dans ces langues. Oui. Après, j'ai encore allemand, catalan et roumain qui ont aussi un niveau assez élevé, B, un niveau intermédiaire mais très, très fort quand même. Ça m'est arrivé de travailler dans ces langues, mais voilà, c'est plus rare ou c'est quand même un peu plus compliqué. Et, et après, voilà, j'en ai encore d'autres à des niveaux plus bas, comme le grec, le russe, le chinois, l'arabe, et voilà, et d'autres. D'accord. Et ça m'a interpellé quand tu as dit perdre sa langue maternelle. Je pensais pas qu'on pouvait perdre sa langue maternelle. Ça Ah oui, arrive. on peut. Ah oui. Oui, oui. Alors moi, je me rappelle bien, par exemple, quand j'étais à l'université, j'avais un ami colombien
qui était arrivé en Italie à l'âge de, je crois, 12 ans, une chose comme ça, 10 ou 12 ans, adopté, ou je ne sais pas exactement. Et, euh, et lui, effectivement, il était le premier à le dire, que après 10 ans en Italie, il avait, enfin, son italien était parfait. Disons que c'était impossible, même pour moi qui était quand même assez attentif aux langues, c'était très compliqué non, c'était impossible, franchement, de dire qu'il n'était pas natif. Hmm. Et par contre, quand on parlait en espagnol, parce qu'à l'époque je parlais déjà l'espagnol, c'est évident qu'il avait un niveau non natif. Hmm. Donc, et par contre, jusqu'à 12 ans ou à 10 ans, je ne me rappelle plus, il avait parlé seulement l'espagnol. Alors, selon la définition de langue maternelle, on dit que c'est la langue qu'on apprend jusqu'à, normalement on disait 6 ans, les théories les plus récentes, il y a des théories plus flexibles qui disent jusqu'à même à 10 ans, parce qu'apparemment, à niveau neurologique, il y a des fonctions qui changent la partie du cerveau d'apprentissage, mais sur certaines choses, ça ne change pas à 6 ans, ça change un peu plus tard. En tout cas, c'était sûr que sa langue maternelle était seulement l'espagnol. Hmm. Ah oui. Donc, oui, on peut, et non seulement, dans des cas même que je connais d'amis qui disons, changé de pays, mais peut-être à 30 ans ou comme ça, là aussi, je connais des personnes qui maintenant justement ont leur langue maternelle qui est, je dirais, au même niveau, voire un niveau plus bas, parce qu'ils commencent s'ils n'entraînent pas, ils risquent effectivement de perdre pas mal de vocabulaire, même des structures grammaticales. Hmm. Euh, donc, oui. Oui, c'est vrai que quand on y réfléchit, tu sais, je m'intéresse pas mal au fonctionnement du cerveau et tu sais que quand on parle d'élagage synaptique, c'est le fait que les neurones enfin les connexions entre les neurones, tu sais au début un enfant il en a beaucoup, enfin beaucoup plus qu'un adulte et du coup on va se spécialiser. Tu vois, on va devenir spécialiste et avec l'élagage synaptique, il y a des connexions qui vont disparaître. Donc ça paraît pas fou en fait, parce que même si on déménage quand on a 30 ans, à 60, si pendant 30 ans on n'a pas parlé notre langue maternelle, le cerveau pourrait croire qu'on en a plus besoin, donc du coup ça s'efface un peu quoi. Oui, 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 exact, Ouais. exact. Ouais. Et la question que je me pose, c'est donc comment est-ce que tu t'y es pris de la même manière pour apprendre toutes les langues là que tu as citées, ou est-ce que tu as changé des choses au fur et à mesure des années? Alors, il y a une chose qui est grosso modo constante, et c'est la méthode du tandem, Mhm. sur laquelle aussi tu pourras trouver une conférence dédiée à ça Oui. sur ma chaîne YouTube. Euh, donc, ça, je dirais, c'est une chose constante, sauf que pour l'espéranto et pour le latin, pour des raisons un peu évidentes, parce que le tandem, donc l'échange 1-1. Donc, bon, je vais déjà faire une intro du tandem pour clarifier qu'est-ce que c'est. Donc, c'est un échange à deux, normalement. Alors, par exemple, disons que euh, actuellement, par exemple, bon, actuellement, on est en période de virus, mais disons que jusqu'à il y a quelques semaines, moi, chaque pause midi, je fais un tandem avec un ami différent. Et alors, un jour, je fais chinois, un jour arabe, un jour russe, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire? On se rencontre pendant environ une heure et quelques. Et moi, par exemple, j'enseigne le portugais à une amie qui est russe. Elle m'enseigne le russe. Et donc, on fait des phrases et on les fait en portugais et en russe. Après, on parle un peu en portugais. Après, on parle un peu en russe, etc. etc. D'accord? Mhm. Donc, ça, c'est le tandem. Euh, et c'est, comme tu disais, une méthode qui, je dirais, se rapproche de la méthode Montessori dans le sens que on est dans la pleine responsabilité et dans l'auto-apprentissage. Donc, on laisse l'autre. Moi, je ne suis pas enseignant de l'autre personne, mais je suis là pour l'aider. Et après, c'est l'autre personne. Je suis là pour lui offrir un cadre
euh, dans lequel elle va me dire qu'elle veut, par exemple, savoir très bien la grammaire, ou bien très bien la prononciation, ou très bien les phrases pour faire du tourisme, etc., etc. Donc c'est à elle de définir ses objectifs, et moi je suis là pour l'aider. Donc ça Hmm. c'est un tandem. Alors le tandem, clairement, idéalement, il faut le faire avec quelqu'un de langue maternelle ou avec quelqu'un qui a un niveau de langue très, très élevé. Et alors, c'est quelque chose que j'ai fait pour toutes mes langues, sauf pour l'espéranto, parce que je l'ai appris. Bon, j'ai fait un. Là c'est clairement plus compliqué de trouver des gens avec qui on puisse faire un tandem d'espéranto. Il y a juste quelques millions d'espérantistes dans le monde, donc c'est difficile de les trouver facilement à l'université ou, Hmm. je ne sais pas, dans un groupe d'amis. Et, et alors, par contre, je l'ai fait en suivant un cours d'une vingtaine d'heures, qui a été déjà suffisant pour arriver à un niveau A1, on va dire. Et après, je suis allé à des festivals. Donc, le premier festival, une semaine. Après une semaine, j'avais déjà un niveau B1. Comme tout le monde, hein, je veux préciser, c'est pas parce que moi je suis différent. Hmm. C'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire. Et après, en restant dans le milieu espérantiste, etc. Et après, pour le latin, c'est aussi différent, dans le sens que, même chose, le nombre de latinistes, je veux dire, de gens qui parlent couramment le latin est encore plus petit que le nombre d'espérantistes. Et du coup, là aussi, on a commencé en fait avec une sorte de tandem, dans le sens qu'il y avait un étudiant qui parlait latin à Pise. Et, il était un étudiant Erasmus de Berne, et alors on a fait un petit groupe de passionnés pour essayer, lui il parlait déjà, et donc il nous enseignait un peu. Et après ça, je suis allé à des rencontres, je suis allé à un festival en Allemagne, je suis allé plusieurs fois à l'Académie Vivarium Novum à Rome, où il parle seulement en latin. Et alors c'est comme ça que, voilà, ici en Suisse, il y a aussi un cercle de latin auquel je vais de temps en temps. Voilà, donc ces deux langues sont un peu différentes des autres, mais toutes les autres, la constante, c'est le tandem. Oui. Et donc tu disais que tu prenais une vingtaine d'heures de cours et après, hop, tu te lançais dans le fait de communiquer avec quelqu'un. Alors, ça, c'est pour l'espéranto seulement. Ah, Oui, pour les autres langues, j'ai jamais pris de cours. En fait, oui, j'avais pris un cours d'anglais, mais qui n'était pas très. Enfin, ouais, j'avais pris quelque chose, mais ça avait pas été très efficace. hmm, Euh, Au moins pas autant que les tandems ou que ouais. Donc, dans la majorité des cas, c'est passé que simplement j'ai rencontré quelqu'un, j'avais déjà en tête de vouloir apprendre cette langue, ou parfois pas. Avec les Catalans, j'avais pas du tout en tête d'apprendre cette langue. hmm, Et, alors voilà, j'ai rencontré quelqu'un et après on s'est dit ah mais lui il avait besoin ou elle il avait besoin de d'apprendre le français ou enfin non pardon je voulais dire l'italien je voulais dire pardon et et du coup j'ai dit oui alors écoute vu qu'on se voyait souvent dans les fêtes au bar etc. hmm. Et voilà, au lieu de parler seulement en italien, on faisait un peu d'italien et un peu de catalan, ou on faisait un peu d'attention à la langue. Donc, eux, ils me demandaient, au lieu de juste parler, la personne me demandait, écoute, mais corrige-moi, comme ça, moi, entre-temps, j'apprends. Hmm. Et donc, on était au bar, mais en même temps, on était en train d'apprendre, les deux. Oui, On était au restaurant universitaire, et on était en train d'apprendre. On était dans une fête, et donc c'était un peu plus conscient que juste parler. C'était réfléchir un peu plus, se demander la correction, et voilà. oui. Donc voilà, ça Et, c'est. et je serais curieuse d'avoir ton avis sur le retour sur erreur, parce que pour moi c'est un pilier fondamental quand Mhm. on veut apprendre. Et là tu viens de dire, je disais à mon amie de me corriger, ou elle me disait de me corriger, l'inverse, je sais plus. Mhm. Par rapport à l'apprentissage d'une langue, est-ce que, comment vous faisiez? Parce que j'ai l'impression que l'idéal est de ne pas interrompre la conversation,
tout sans arrêt, tu vois, et que le retour sur erreur, il soit un petit peu différé, pas trop non plus dans le temps, hein, mais couper la conversation tout le temps, ça me semble embêtant. Quel est ton point de vue là-dessus? Alors, question très intéressante. Donc, en ligne générale, la chose importante et que je fais au début de chaque nouveau tandem, c'est de définir les buts. Donc déjà, comme je disais avant, quels sont les buts si tu veux apprendre pour faire du tourisme ou pour aller travailler, c'est clair que ça change les choses. Deuxièmement, c'est sur quoi tu veux être corrigé. Parce que je sais très bien que ça, c'est un rapport aussi avec une chose que je dirais aussi connectée à la stabilité, à la force, à la confiance en soi-même. Il y a des personnes qui sont très tranquilles, qui savent qu'ils font plein d'erreurs, et du coup, elles te disent, non, non, mais corrige-moi, surtout sur la prononciation, sur les mots, etc. On va se ralentir, mais c'est pas grave. Il y en a d'autres qui, soit elles sont embêtées par le fait d'être interrompues, soit elles n'acceptent pas facilement le fait d'avoir fait une erreur. Du coup, ça c'est important, parce que parfois, voilà, j'ai remarqué que j'avais la tendance à corriger trop peu, et donc la personne me disait non mais corrige-moi s'il te plaît, hein. Ou l'inverse, parfois c'était trop, et je voyais que la personne en fait s'énervait, mais s'énervait pas avec moi, à cause de soi-même, parce qu'elle n'acceptait pas ses erreurs. Du coup, c'est clair que ça c'est une chose importante dans un tandem à régler. Donc ça c'est une première chose. Après, il y a une chose très intéressante que c'est l'apport que l'étude de l'espéranto peut donner justement à cet aspect psychologique des erreurs. Pourquoi? Parce que si j'apprends n'importe quelle langue naturelle, c'est évident que l'évolution naturelle fait en sorte que la langue est pleine d'irrégularités. Le français est un bon exemple, hein, par exemple. Voilà. Donc, ça peut être des irrégularités à niveau phonétique, à niveau de structure, de syntaxe, de sémantique, de plein de choses. Par contre, l'espéranto, en étant une langue planifiée et bien planifiée, elle n'est pas la seule, hein, je tiens à préciser, c'est juste la plus connue et la plus parlée, la seule qui a une grande littérature, un grand mouvement derrière, un grand mouvement culturel, etc. Alors, et c'est la seule que je connais, que je parle couramment, que j'enseigne, etc. Donc, d'autres, j'en ai un peu étudié, mais je ne les parle pas, malheureusement. Alors, donc, je parle de l'espéranto, mais juste comme exemple d'une série d'autres langues planifiées qui ont aussi des caractéristiques similaires. Hein. Alors, l'espéranto en tant que langue planifiée, il y a pas mal de publications qui montrent qu'elle est beaucoup plus simple que la moyenne des autres langues naturelles. Simple, ça veut dire que pour attendre, par exemple, à un même niveau B1, tu as besoin de 10 fois moins d'heures. Et ça, le nombre 10, ce n'est pas un nombre au hasard. Je me réfère à des publications que, si tu veux, je peux t'envoyer après, que tu pourras mettre dans les liens. Donc, déjà, elle est plus simple. Et en plus, il y a d'autres publications qui montrent non la simplicité, mais la propédeuticité. Donc, le fait que apprendre l'espéranto aide à l'apprentissage linguistique beaucoup plus qu'apprendre l'anglais, beaucoup plus qu'apprendre le français, beaucoup plus qu'apprendre d'autres langues naturelles. Et alors, pour ça, il y a des raisons linguistiques par rapport au fait que la structure de la langue est très logique, est très intuitive. Une raison psychologique qui est très importante à mon avis. Et c'est le fait suivant. Quand moi, après 10 ans dans la francophonie, je suis en train de parler en français, je suis sûr que si on m'a réécouté ce que j'ai dit pendant ces minutes jusqu'à présent, je suis sûr qu'on va trouver beaucoup d'erreurs.
bon, le nombre beaucoup, c'est pas bien défini, mais voilà, il y a sûrement des erreurs, ok, Mhm. qui peuvent être des erreurs de prononciation, de syntaxe, de vocabulaire, de plein de choses. Euh, en espéranto, euh, le nombre de ces erreurs est beaucoup plus faible. Et alors, est beaucoup plus faible pour moi qui a un niveau élevé dans les deux langues, mais de la même façon, avec le même rapport, est beaucoup plus faible pour quelqu'un qui commence à apprendre la langue. Hmm. Parce Ah, excuse-moi, je vais être obligée de faire une petite coupure au montage parce que là, je t'ai perdu. Je t'ai perdu, Cesco. Ah mince. Attends, est-ce que je te retrouve là? Et qu'il il se trompe, il se trompe, il se trompe, à un certain moment, il va se démotiver. Hmm. Par contre, Excuse-moi, il y a eu oui, un petit problème de connexion, je t'ai perdu. Je t'ai perdu quelques ah secondes. oui, Ouais, ok. Donc, t'es arrivé où? Euh, Ah, bah j'ai perdu. Bon, Attends, alors, je disais que vas-y. c'est comme un enfant qui essaye de faire quelque chose, il essaye, il se trompe, il se trompe, il se trompe, parce qu'il y a une règle compliquée, hein, ça peut être en mathématiques, ça peut être en français, où il y a plein d'exceptions peut-être, etc. Et donc, le fait de se tromper toujours, enfin beaucoup, ça peut porter plus facilement à une démotivation. Hmm. Par contre, si c'est quelque chose de plus, si on commence par quelque chose de plus simple, hein, alors l'enfant apprendra à bien faire cette petite tâche, et après il va passer à quelque chose de plus compliqué, et comme ça il garde sa motivation. Alors en espéranto, se tromper est beaucoup plus compliqué, est beaucoup plus difficile, est beaucoup plus rare Ah se oui. tromper, parce que les règles n'ont pas d'exception. Hmm. Et du coup, si on a compris le concept, alors peut-être on a oublié le mot, on est d'accord, ça peut arriver, mais les règles, la structure grammaticale est tellement logique que disons, faire des erreurs est beaucoup plus rare. Et du coup, typiquement, l'étudiant essaye de faire quelque chose, il met ensemble les règles qu'il a apprises, et c'est juste. Oui. Voilà, c'est tout. Hmm. C'est comme voilà, c'est comme moi que avant je savais pas le nom pour dire l'énigmistique et j'ai inventé un mot. D'accord. Alors Ouais. toi, tu me diras peut-être quelqu'un qui est expert de ce domaine, il nous dira ah non, on dit pas comme ça, on dit une autre chose. Et Hmm. voilà, j'ai appris quelque chose, non? Et c'est une erreur que j'ai faite. Hmm. Alors en espéranto, typiquement, si tu mets ensemble une racine et un suffixe, tu les mets ensemble selon les règles que tu as apprises et ça marche. Hmm. En français, souvent, c'est pas le cas parce que on dit, je sais pas, légèreté, on ne dit pas légèreur ou légéritude. T'es Hmm. d'accord? Oui, oui. Donc là, moi, en principe, hein, moi, en tant qu'Italien, je peux y arriver, même pas, parce qu'en italien, on dit leggerezza, donc c'est un autre suffixe. Mais quelqu'un qui, je sais pas, un sinophone ou un arabophone, qui n'a pas les avantages que j'ai moi en tant qu'italophone à apprendre le français, Mhm. il a peut-être aucune chance de deviner quel est le bon suffixe à mettre après l'adjectif légère pour en faire un substantif. Ouais. En espéranto, il y a un suffixe, donc tu peux pas te tromper en gros. Tu Ouais. vois la Et, différence. et je me Voilà. rappelle plus comment tu l'as dit, mais si j'ai bien compris, tu disais que le fait d'apprendre l'espéranto, vu qu'il y a l'espéranto, il y a moins de comment dire d'exceptions, c'est plus simple, donc on fait moins d'erreurs. Et est-ce que ça a un rapport avec la confiance Oui, en soi? Du coup, on a confiance en soi et on apprend après plus facilement l'anglais ou une autre langue? C'était ça que oui, tu voulais dire? exactement. Alors, non seulement, oui, alors non seulement il est plus facile, du coup, on a besoin de moins d'heures pour avoir un niveau, par exemple, B1 en espéranto par rapport à un niveau B1 de français. Hein, je disais un rapport de 1 à 10, grosso modo, 20 heures contre 200, par exemple. Euh, mais il est aussi plus propédeutique. Ça veut dire que il y a par exemple, je cite l'exemple le plus connu, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. C'est une étude publiée par le professeur Helmar Frank de l'université de Paderborn aux années 80.
qui a testé des classes d'école. Et alors, il y avait une classe qui faisait 2 années de français et après 4 années d'anglais. Après, il y avait, donc ça c'est une classe A. Après, il y avait une classe B qui faisait 2 années d'espéranto et après 4 années d'anglais. Et après, une classe C qui faisait 6 années d'anglais. Ok. D'accord? Alors, après les 6 ans, ils ont mesuré le niveau d'anglais, Ouais. les meilleurs en anglais, c'était ceux de la classe B. Qui avait fait de Donc, ceux l'espéranto qui avaient avant. fait 2 années d'espéranto et seulement 4 d'anglais, donc étaient mieux, eux, et à la fois étaient mieux de ceux de la classe A qui ont fait 2 ans de français au lieu d'espéranto au début, Ouais. mais même par rapport à ceux de la classe C qui avaient fait les 2 ans initiales aussi en anglais. Oui, oui. Donc en théorie, on s'attendrait qu'on a fait 2 ans en plus, il devrait avoir un niveau meilleur. Oui, Et ça par paraît contre, non. logique. D'accord. Donc, tu vois, c'est ça que je dis par rapport à la propédeuticité. Ok. D'accord. Et j'aimerais aborder un dernier sujet avec toi, si tu es d'accord. C'est sur l'accent. Parce que j'ai vu une métaphore sur Internet, je sais plus sur quel site, mais cette métaphore m'a beaucoup parlé. C'est comme si tu écris un message avec ton clavier d'ordinateur à quelqu'un, tu écris un mail et tu as 3 ou 4 touches qui sont cassées. Tu vois, le E, le N, le A et le D par exemple. Et ben si ces touches-là sont cassées, le message que tu vas écrire à la personne, il va être presque incompréhensible. Et du coup, cette métaphore, c'était pour comparer les touches du clavier de l'ordinateur avec les sons de la langue. Et ça m'a fait réaliser que si on n'entend pas bien les sons, s'il y a certains sons qu'on identifie mal, on va mal les reproduire. Et du coup, ben, on va avoir du mal à se faire comprendre de la personne et on va avoir du mal à la comprendre aussi. Donc je pense que bien entendre les sons, bien réussir à les prononcer, c'est vraiment une base importante. Du coup, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Oui, et alors ça, même si on ne s'était pas mis d'accord, mais en fait, tu viens toucher justement le troisième ou le dernier, disons, de mes piliers principaux. On a parlé des tandems, on a parlé de l'espéranto, on a parlé des jeux. Le dernier pilier pour moi, c'est justement la phonétique. Parce que, bon, déjà, je suis ingénieur de la voix et j'ai le diplôme international de phonétique de l'Association phonétique internationale. Donc, moi, je connais très bien la théorie phonétique derrière, d'un côté, et après, j'ai aussi la pratique dans le fait que j'ai étudié ces sons non seulement d'un point de vue théorique, mais aussi dans les langues, en apprenant plusieurs langues différentes. Et du coup, moi, je dis souvent que la phonétique, c'est la première chose. Dans le sens que quand on commence en tandem, par exemple, ou l'apprentissage de la langue, on peut commencer par des choses, des phrases de base, voilà, salut, ça va, et des choses comme ça, et après aller de plus en plus loin. Mais avant de faire ça, moi, je conseille toujours de faire quelques heures, qui peut-être, je sais pas, même 2 heures, 3 heures, ça peut être suffisant, parfois un peu plus, dans lesquels on s'entraîne seulement à comprendre quels sont les sons de la langue, comment on lit et on prononce. Donc il y a 2 choses différentes. La première, c'est quels sont les sons de la langue. Parce que peut-être qu'on a des sons qu'on ne connaît pas. Par exemple, en italien, il n'y a pas les voyelles nasales. Il n'y a pas le on, un, etc. Et donc ça, c'est des sons nouveaux. Et après, l'autre niveau, c'est... en termes mathématiques, c'est la fonction ou la relation qui lie l'écriture, donc les lettres, et les phonèmes, les sons qu'on a appris. Parce qu'en espéranto, pour reprendre ton exemple des touches, à chaque touche, donc à chaque lettre correspond un seul son, et à chaque son seulement une lettre, donc c'est très simple. Mais dans la majorité des langues naturelles, ce n'est pas le cas. Oui. En français, surtout. Ah oui, on est les champions. Et du coup,
moi, je dédie les premières heures à d'abord apprendre quels sont ces sons et après comment les mettre en relation avec l'écriture. Donc, Oui, de nouveau, je fais un exemple. Le son en, ça peut s'écrire comme EN ou AN, oui, donc, ou EM ou AM, alors en syllabe fermée. Mais alors, la première chose, c'est comprendre comment on peut arriver à faire la nasalisation d'une voyelle et comment on peut arriver à produire ce son. oui, Et ça, c'est la théorie phonétique qui nous aide. Et après ça, il faut après savoir que ce son est associé non seulement à une lettre, mais à plusieurs cas différents. Et donc, il faut savoir lesquels et dans quel cas, etc., etc. mhm, Et donc, tout ça, ça veut dire apprendre à lire sans rien comprendre. Donc, moi, j'insiste là-dessus parce que si on commence à apprendre des phrases et à mal les prononcer, après, c'est beaucoup plus dur de revenir en arrière. ouais, ça va rester, quoi. C'est Exactement. Donc c'est pour ça que moi j'insiste au début de faire quelques heures. Après ça dépend de l'étudiant. Il y a des étudiants qui s'ennuient rapidement sur cette partie. Je le comprends parce que c'est une partie un peu technique. Ouais, Alors dès qu'on a fait les bases, allez on commence et après on continuera à améliorer au fur et à mesure. mm, Et d'autres qui ont un peu plus d'intérêt ou de résistance sur ça. Et alors ça vaut mieux la peine d'aller un peu plus en avant dans cette partie-là, compléter, avoir un bon cadre pour pouvoir bien prononcer. Et après, à ce moment-là, dès qu'on est prêt, on commence l'apprentissage de la ouais. langue. C'est pas le côté le plus fun, enfin voilà, il y a rien d'amusant dans répéter des sons, mais c'est vraiment la base pour réussir à prononcer correctement, quoi. Oui, alors pour moi, c'est très amusant par contre. Ah oui, Et, ça peut être amusant. ah oui, parce que c'est la partie sensuelle de la langue. D'ailleurs, là, je cite une autre de mes conférences, en fait, la première que j'ai donnée à la conférence de Polyglotte, et c'était le 2014 à Berlin. Et c'est le plaisir sensuel de la langue, non, le plaisir sensuel de la prononciation dominer l'utilisation de la langue, avec un évident double sens. Et vu qu'avant on parlait aussi de double sens. Et donc, dans cette conférence, je fais une introduction à la phonétique, mais en partant de la passion. Parce que la passion, c'est ce qui détermine après ta capacité, je dirais, presque d'acteur, de réussir à imiter la prononciation d'un côté et l'accent de l'autre. Ouais, Euh, c'est pas nécessairement la même chose. La prononciation, c'est vraiment les sons. Hein, donc, je parlais avant d'une voyelle nasale. Après, il y a une autre partie qui est un peu la mélodie, hein, qui peut changer au Québec en France ou en Suisse, etc. Euh, alors, pour ces deux côtés, c'est important avoir une empathie. Moi, par exemple, l'empathie la plus grande, je l'ai sûrement avec le Brésil et les Brésiliens. Et ça m'est arrivé plusieurs fois que des Brésiliens pensent que je sois natif. mm, Euh, alors, pourquoi ça? Parce que j'ai une telle empathie que j'arrive à m'identifier. Et alors, la prononciation est un plaisir pour moi. Et réussir à bien prononcer le mot, c'est comme danser, c'est comme jouer, c'est quelque chose qui me permet de je sais pas, c'est comme chanter, si on veut. ouais, ouais, je comprends. Quel est le plaisir de chanter? Mm. C'est difficile à dire. À mon avis, c'est très similaire au plaisir de bien prononcer, de réussir à imiter quelqu'un parce qu'on aime peut-être une personne, une musique, une culture ou même simplement le son de la langue. Ouais, oui, donc toi, tu prends beaucoup de plaisir à essayer d'imiter la personne. Comme les bébés le font d'ailleurs. Tu sais, les bébés, au début, les premiers mois, ils nous imitent, tu vois, ils essayent de reproduire les sons qu'ils ont entendus. Donc toi, tu prends beaucoup de plaisir à le faire. Oui, absolument. Donc, Mais bon, bah, écoute, c'est super chouette. Je te remercie beaucoup pour tout l'échange là qu'on a eu. C'était vraiment intéressant. J'espère voilà, que les auditeurs vont pouvoir l'écouter aussi et prendre autant de plaisir que moi. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant qu'on arrête le podcast ou...
Bah oui, une dernière chose. Actuellement, je m'occupe aussi d'un projet. On a une association, on s'occupe d'un projet qui est aussi en lien avec les langues et avec l'apprentissage linguistique. Le projet, c'est Communicon, avec des K, donc Komunikon, Mhm. Communicon, donc c'est communiquer avec des icônes. Mhm. Et c'est un jeu de mots en espéranto et aussi en latin et en grec, on va dire. Et donc, communicon.com, hein, le site internet. Et en gros, on a inventé une langue faite seulement d'icônes. Ok. D'icônes et on peut dire d'emojis si on veut. Nous, on n'utilise pas des emojis, mais on va au-delà des emojis parce qu'on a créé un système grammatical, on a créé un système dans lequel on peut dire en icône tout un tas de choses. Et on veut utiliser ça aussi dans un cadre d'apprentissage linguistique visuel. Et donc voilà, ça c'est si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur le site et regarder un peu ce qu'on fait. On a quelques vidéos aussi Ok. d'explications. Récemment, on a fait aussi des phrases sur le virus. Voilà. Bah, je mettrai le lien dans la description du podcast et le lien de la chaîne YouTube aussi, parce que oui, tu as une chaîne YouTube mais pas de blog. Non, j'ai pas un blog, non. Voilà, la chaîne YouTube et puis c'est le lien là de ça. Oui, il suffit de chercher Cesco Reale, mais oui, je donnerai le lien. Ouais. Ok. Et ben merci beaucoup Cesco et bonne continuation. Merci à toi. Je vous ai mis les liens que Cesco a cités, hein, donc le lien vers sa chaîne YouTube et le lien vers communicon.com. Pour soutenir le podcast, je vous invite à en parler autour de vous, le partager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. celine.guerrero@icloud.com. Guerrero, c'est G-U-E-2-R-E-I-R-O. Et comme ça, je pourrai les poser aux prochaines personnes que je vais interviewer. Je vous dis à lundi prochain.